Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, changer de chemin, prendre un nouveau chemin. Une deuxième rentrée sous le signe de la pandémie, la seconde, la dernière, voulons-nous espérer. Une rentrée cependant où nous pouvons aujourd'hui nous retrouver, être ensemble. Être ensemble, nous l'avons redécouvert, est un besoin, une nécessité. Ces longs mois d'absence ont ravivé cette soif de nous voir, de nous toucher, de nous embrasser, de nous aimer, de nous enlacer, de rire, de chanter, de danser. Tous ces longs mois où chacun a été incarcéré dans sa solitude. Mais nous revoici ensemble. Ensemble pour partager le chemin, mais surtout ensemble pour prendre un nouveau chemin. La pandémie, les inondations ici et ailleurs, le rapport du GIEC, la fonte des glaces, toutes ces catastrophes nous appellent à changer. Nous y sommes tenus, nous y sommes obligés. C'est la révélation d'un autre sens de Tina. Il n'y a pas d'alternative, nous devons changer. Prendre un nouveau chemin, sortir de ces paradigmes de la consommation, mondialisation, marchandisation, qui nous mènent droit à l'anéantissement, droit à la destruction de notre monde. Il y a une poignée d'années, nous nous inquiétions pour l'avenir de nos arrière-petits-enfants. Nous pensions que nous avions le temps, nous avons procrastiné, nous avons remis à demain, toujours demain. Aujourd'hui, c'est pour nos enfants qu'il faut s'inquiéter, pour leur simple survie. L'extinction n'est pas une vue de l'esprit, c'est une menace réelle. Le choc de la pandémie nous avait donné l'espoir d'un renversement de nos modes de vie. Nous allions bifurquer et nous avons crié en chœur « plus jamais ça ». Nous avons pris conscience de la précarité du système de santé et nous avons applaudi les soignants. Nous avons pris la mesure de nos solidarités et nous sommes allés à la rencontre de nos voisins, amis, isolés, défavorisés. Nous avons tous pensé « heureusement, il y a des gens ». Il y a quelques semaines, en une poignée d'heures, les inondations nous ont mis face à la fragilité de notre façon de vivre et sur son inanité. Gestion de l'habitat, gestion de nos forêts, gestion de nos infrastructures routières, gestion de nos transports, gestion de nos services de secours, gestion de nos vies. Il est apparu que nous ne sommes pas les excellents gestionnaires que nous pensions. Nous savions nos excès, nous en prenons l'ampleur dans notre chair. Certes, pour beaucoup d'entre nous, endurcis par l'éloignement de nos écrans, mais brutalement confrontés à la réalité de parents, d'amis, de collègues, de connaissances, de personnes frappées et laissées sans assistance. Nous prenons conscience des effets pathologiques de l'accélération dans notre société postmoderne, notre aliénation à la vitesse comme fruit malade de nos désirs. Et au petit matin d'un processus de vaccination toujours en cours, plutôt que de prendre ce temps qui nous avait été offert pour nous arrêter, réfléchir à un nouveau chemin, un chemin qui permettrait à nos enfants de faire le leur, nous relançons la vieille machine déglinguée et nous accélérons à nouveau dans une course contre nous-mêmes, dans une fuite en avant autodestructrice. Nous n'avons pas pu donner un sens à cette épidémie. Ne devons-nous pas en tirer des leçons ? Soulagés d'être sortis du tunnel, pouvons-nous reprendre notre route comme après un épisode fâcheux, comme après un simple accident, et continuer à creuser les ornières qui finiront par nous engloutir. Il y aura d'autres épidémies et il y aura d'autres catastrophes. Et il est évident que la société n'est pas équipée pour y faire face, ni techniquement, ni moralement. Et tout l'or du monde ne peut que servir aux richards pour s'envoyer en l'air en rêvant d'aller survivre sur Mars. Mais tout l'or du monde ne peut rien contre les virus ni contre les inondations. Il est temps d'avoir le courage d'affronter nos peurs, de prendre conscience de la finitude de notre monde. Il est temps de se mettre vraiment à la tâche et d'exiger des politiques qui soignent et préservent la planète, des politiques sociales qui refusent les individualismes exacerbés et portent les solidarités et le partage. Tout est à repenser. L'habitat, l'énergie, la société, l'éducation, l'enseignement, nos ambitions, nos désirs, nos routines. Nous allons changer de chemin. Nous allons changer non pas pour commettre d'autres erreurs, mais clairement pour survivre, tous ensemble et pas chacun pour soi dans un sauve-qui-peut globalisé. Nous allons changer non pas pour que plus rien de fâcheux ne puisse se produire, ce serait présomptueux et illusoire, mais pour nous assurer de pouvoir nous adapter quoi qu'il arrive.
Nous pouvons changer et nous allons le faire. Nous devons nous armer de volonté et de courage pour contraindre au changement et pour le mener à bien. Refuser de rancir dans nos vieilles habitudes de conforts individuels. Et l'université sera un moteur de changement, comme elle l'a toujours été. Par la recherche, l'université innove. Elle prend des risques et elle trouve des solutions dans des domaines obligés par l'évidence des besoins, comme les ressources renouvelables, les biocarburants, le recyclage des métaux, le stockage d'énergie, la mobilité douce, l'autonomie alimentaire des villes et d'autres impératifs nés de l'urgence immédiate, comme les tests de contamination. Et en plus, elle fait de la bière aussi. Les performances dont est capable l'université, cette université, doivent s'étendre à l'économie sociale et au développement d'une société humaniste, à tout le moins pour que cet adjectif conserve un sens et pour que le bonheur et la sérénité fassent autant partie des objectifs d'une vie que la réussite et l'argent. Élargir les objectifs au bonheur et à la sérénité, ne pas se contenter de survivre. C'est un changement important, il est inéluctable pour conserver une dynamique de progrès. L'université doit être un moteur de ce changement dans ses propres murs, dans la ville, dans la région, plus loin peut-être. L'avenir est aussi dans l'éducation citoyenne et dans l'encouragement des projets collectifs. Et l'avenir, ça commence aujourd'hui. Un ami me signalait qu'un discours n'est jamais terminé, que ce n'est que le début de l'histoire. En cette rentrée académique, nous voilà au début d'une nouvelle histoire et nous allons tracer le chemin, ce nouveau chemin ensemble. Avant de laisser la place au discours suivant, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour deux personnes. La professeure Anne-Laurence Durubio, une femme forte et libre qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques. Et puis une pensée émue pour Monique Marcourt, qui nous quittera fin de ce mois pour une nouvelle aventure, toujours au service des autres. Je vous remercie.